le Cap-Vert compte moins de 600 000 habitants. Cela en fait le deuxième plus petit pays à avoir jamais atteint un mondial, et il y a quelques semaines, presque personne hors d'Afrique n'aurait été capable de le situer sur une carte. Pourtant, un vendredi soir, au Hard Rock Stadium de Miami, cette même petite nation insulaire a poussé l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, tout près de l'élimination. Ce qui s'est passé sur cette pelouse, entre buts refusés, gardien de 40 ans devenu phénomène du jour au lendemain et fin de match qui a laissé des supporters de 2 continents incrédules, est devenu l'un des moments les plus commentés du tournoi. Il y a eu des séquences dans cette rencontre où le tableau d'affichage semblait prêt à produire la plus grande surprise historique du mondial, avec le plus petit pays engagé à une action d'éliminer les champions en titre devant une audience mondiale. Alors, que s'est-il passé ce soir-là? Comment ce conte de fées s'est-il terminé? Et que nous dit-il sur la suite du tournoi ainsi que sur la tempête politique qui entoure ce mondial hors terrain? Avant d'entrer dans l'histoire du Cap-Vert elle-même, il faut s'arrêter sur un autre moment qui a embrasé les réseaux dans ce match, car une fois, une controverse arbitrale a occupé une large part de la conversation. Dans la fin du temps réglementaire, alors que le score restait serré, le ballon a touché le bras du défenseur capverdien Pico Lopez dans la surface lors d'un duel avec l'Argentin Alexis McAllister. Les joueurs argentins ont immédiatement réclamé un penalty, mais l'arbitre a laissé jouer et le défenseur a répondu par un geste de la main pour signifier qu'il n'avait rien commis d'irrégulier. Cet instant a coupé le public en deux. Certains ont été soulagés qu'aucun penalty ne soit sifflé contre les outsiders, tandis que d'autres ont estimé que les cadres avaient à y priver l'Argentine d'une occasion en or de plier le match plus tôt. Des polémiques arbitrales de ce genre sont revenues sans cesse depuis le début du tournoi, et elles continuent de nourrir un sentiment de méfiance envers la façon dont la FIFA gère les standards de l'arbitrage dans une compétition aussi immense, désormais composée de 48 pays et de plus de matchs que jamais. Cette défiance envers la direction de la FIFA s'est accentuée à cause de ce qui se passe hors terrain. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, entretient depuis plusieurs mois une relation étroite avec le président Donald Trump, et cette proximité est devenue l'un des grands feuilletons du tournoi. En décembre, lors de la cérémonie du tirage au sort du mondial à Washington, Infantino a remis à Trump le tout premier prix de la paix de la FIFA en le présentant comme le type de dirigeant dont le football avait besoin. Ce geste a déclenché une plainte éthique officielle de l'Organisation de défense des droits humains Fair Square, qui accuse Infantino d'avoir violé à 4 reprises les règles de neutralité de la FIFA, notamment en plaidant publiquement pour que Trump obtienne le prix Nobel de la paix et en saluant son programme politique lors d'un entretien à Miami. Des élus européens ont depuis pressé la FIFA d'enquêter sur cette plainte, en affirmant que l'instance du football mondial ne peut détourner le regard quand son propre président se comporte en soutien politique d'un chef d'État en exercice. De son côté, la FIFA a défendu le prix et rejeté les critiques, les présentant comme de simples rumeurs. Le malaise ne s'est pas borné aux trophées et aux séances photos. Des informations ont confirmé que Trump avait reçu personnellement d'Infantini des billets pour le mondial d'une valeur d'environ 15 000 $, un élément apparu dans des déclarations financières alors que les matchs couperets commençaient. Trump devrait être présent lors de la finale pour participer à la remise du trophée, une séquence qu'Infantino aurait, selon plusieurs sources, cherché à organiser depuis des mois. Au sein de la FIFA, des sources ont décrit un climat de gêne parmi les équipes, un haut cadre reconnaissant en privé qu'accueillir le tournoi aux USA dans un tel climat politique allait toujours être délicat et que la situation est depuis devenue inconfortable pour ceux qui tentent de maintenir l'attention sur le football. La politique migratoire est devenue un autre point de tension. Même si l'administration Trump a accepté de lever, pour le public disposant de billets confirmés pour le mondial, les lourdes cautions de visa qui obligeaient les voyageurs de certains pays à verser jusqu'à 15 000 $ pour se rendre aux USA, cette bonne volonté ne s'est pas étendue à tous ceux qui sont liés au tournoi. Des rapports publiés au printemps et durant l'été ont détaillé le refus d'entrée opposé à un officiel somalien, ainsi que des obstacles similaires
rencontrés par des supporters haïtiens et des cadres iraniens. Le Cap-Vert lui-même faisait partie des 5 nations qualifiées, dont les citoyens étaient initialement soumis à ces coûteuses exigences de caution avant qu'une exemption ne soit créée, rappelant à quel point la politique du tournoi a directement touché l'histoire d'outsider qui a captivé Miami ce vendredi soir. Pour une équipe dont tout le récit mondialiste repose sur l'image du petit outsider courageux que personne n'attendait, il est étrange de constater que son propre public a dû franchir des obstacles supplémentaires pour voir ses héros jouer aux USA. Mais aucun de ces bruits politiques n'a fait reculer le Cap-Vert une fois le coup d'envoi donné. Ce ne fut d'ailleurs pas le seul match irrespirable de ces 16e de finale. Plusieurs favoris supposés du tableau ont souffert bien plus que prévu face à des adversaires auxquels peu de monde accordait une chance sur le papier, ce qui a renforcé l'argument du public selon lequel, même si le format élargi à 48 équipes produit parfois des déséquilibres spectaculaires en phase de groupe, il offre aussi des matchs couperets bien plus compétitifs que ne l'avaient annoncé les critiques. Pour tous ceux qui affirmaient que l'élargissement du tournoi allait diluer le suspense, une soirée comme celle-ci à Miami constitue une réponse difficile à contester. Une équipe débutante composée de joueurs évoluant dans des championnats secondaires, peu exposés, presque inconnus des grands marchés européens, a poussé les tenants du titre jusqu'à la prolongation, tout en portant un écart financier presque vertigineux. Selon les analystes du marché, l'ensemble de l'effectif capverdien vaut environ 54,5 millions d'euros, tandis que l'équipe d'Argentine emmenée par Messi est estimée à plus de 800 millions d'euros, ce qui en fait le 7e effectif le plus cher du tournoi. Cela représente un écart de valeur de près de 15 fois. Les bookmakers reflétaient ce déséquilibre avant même le coup d'envoi. L'Argentine était présentée comme immense favorite, tandis qu'une victoire du Cap-Vert offrait des cotes tellement élevées qu'elle dépassait presque tout le reste du programme ce jour-là. Pour ceux qui suivent de près les paris sportifs, ces chiffres expliquaient à eux seuls pourquoi cette affiche était décrite sur le papier comme un duel de David contre Goliath presque impossible à équilibrer. Personne pourtant ne s'attendait à ce que David fasse autant trembler Goliath. Et pendant de longues séquences du match, les bookmakers auraient été contraints de recalculer leurs cotes en direct, en temps réel, ce qui n'arrive que lorsqu'une surprise cesse d'être une simple curiosité statistique et commence à paraître possible. Et c'est là que commence la histoire de cette soirée. Le Cap-Vert arrivait à ses 16e de finale après une phase de groupes historiques. Surnommée les Requins Bleus, l'équipe avait tenu l'Espagne, championne d'Europe en titre, en échec sur un score de 0-0, dans ce que beaucoup ont qualifié comme l'une grande surprise du tournoi, puisque le Cap-Vert n'avait même pas besoin de gagner pour que ce résultat soit célébré. Elle a ensuite enchaîné avec de nouveaux matchs nuls contre l'Uruguay, double championne du monde, puis contre l'Arabie saoudite, des résultats suffisants pour arracher la 2e place du groupe H et, fait remarquable, éliminer l'Uruguay elle-même de la compétition. Cette série a permis au Cap-Vert d'aborder la phase couperet sans avoir perdu, un exploit que même son public les plus passionnés n'auraient pas osé imaginer quand le pays a décroché sa qualification historique l'an dernier, devenant seulement la 2e plus petite nation à atteindre ce stade du tournoi, derrière le parcours de l'Islande lors du mondial 2018 en Russie. Le Cap-Vert a validé son billet pour ce mondial en battant l'Eswatini 3-0, et depuis, l'équipe est devenue une source de fierté non seulement pour la nation insulaire elle-même, mais aussi pour sa diaspora qui compte environ 1,5 million de personnes dispersées dans le monde et dont plusieurs membres ont contribué à construire un effectif désormais suivi par la presse internationale. Face à l'Argentine, le Cap-Vert est entré dans le match avec un calme total, faisant circuler le ballon sereinement et sans montrer de nervosité visible malgré la pression de défier les tenants du titre. Le score est resté bloqué à 0-0 pendant près d'une demi-heure, jusqu'à la 28e minute, lorsque le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé. Une passe parfaitement dosée de Lisandro Martinez a trouvé Messi, qui a piqué subtilement son ballon au-dessus du gardien capverdien pour ouvrir le score. Avec ce but, Messi atteignait 7 réalisations dans le tournoi, égalant son total complète du Mondial 2022 au Qatar. Mais en seulement 4 matchs cette fois,
ce qui renforçait son statut, à 39 ans, de joueur le plus décisif présent dans la compétition. Ce rythme offensif le maintient aussi comme meilleur batteur de toute l'histoire du mondial, un record qu'il avait établi lors de la phase de groupe et qu'il continue d'étendre match après match, ajoutant une pression supplémentaire à tout adversaire assez malchanceux pour croiser sa route, qu'il s'agisse d'une puissance historique du football ou d'une nation débutante comme le Cap-Vert. Le Cap-Vert, pourtant, a refusé de céder. Sous la direction de son sélectionneur, largement connu sous le surnom de Bubista, l'équipe a rivalisé d'égal à égal avec les champions du monde. Puis, en seconde période, est arrivé le moment qui s'est depuis répandu sur les réseaux en Amérique latine et au-delà. Deroy Duarte, milieu de terrain né à Rotterdam de parents capverdiens, a profité d'une erreur défensive argentine et a placé une frappe basse, croisée, qui n'a laissé aucune chance au gardien de l'Argentine. Duarte, passé par les centres de formation du Sparta Rotterdam avant de rejoindre le Ludogorets Razgrad en Bulgarie, partage cette sélection avec son propre frère, Larros Duarte, ce qui ajoutait une dimension émotionnelle à ce premier but officiel, inscrit sous le maillot du Cap-Vert. Cette égalisation n'a pas seulement remettre les deux équipes à hauteur. Elle a fait du Cap-Vert la première équipe de l'histoire à marquer contre le tenant du titre lors de sa première apparition en phase couperée d'un mondial. Le stade de Miami a explosé, et à des milliers de kilomètres, dans les bars et lieux de rassemblement remplis de supporters cap-verdiens, les célébrations ont frôlé le chaos pur. Le score d'un partout a tenu jusqu'au coup de sifflet final du temps réglementaire, envoyant le match en prolongation. À peine la première période supplémentaire commencée, à la 92e minute, Martinez a de nouveau frappé, cette fois comme buteur et non comme passeur, en propulsant de la tête un corner au fond des filets pour redonner l'avantage à l'Argentine. Pendant un instant, le rêve capverdien a semblé toucher à sa fin, mais les outsiders ont répondu. À la 103e minute, Larros Cabral, un latéral de 23 ans qui jouait en 5e division allemande il y a seulement 3 saisons et qui n'a fait ses débuts en Ligue des Champions que quelques mois plus tôt contre le Real Madrid, a enroulé une frappe splendide pour égaliser à nouveau, 2-2. Le parcours de Cabral résume tout ce que cette équipe du Cap-Vert représente. Né à Rotterdam, passé par les Pays-Bas, la Suède et l'Allemagne avant de s'imposer comme un talent montant à l'Estrela da Amadora au Portugal, il a signé à Benfica en décembre dernier, dans un transfert personnellement poussé par la figure du club, José Mourinho. Qu'un joueur qui évoluait dans des championnats allemands totalement amateurs 3 ans plus tôt puisse marquer contre l'Argentine championne du monde, en prolongation, sur la plus grande scène du football, relève de ces histoires qui prouvent que tout peut arriver dans ce sport. Le but qui a décidé la rencontre est arrivé à la 111e minute, lorsque le défenseur argentin Cristian Romero, affectueusement surnommé Cuti Romero, a repris de la tête un corner qui a été dévié par le Cap-Verdien Brian Borges avant de franchir la ligne. Cette frappe déviée a porté le score à 3-2 et a validé la place de l'Argentine en 8e de finale, où elle affrontera désormais l'Égypte. Mais cette qualification n'est arrivée qu'après une souffrance de chaque instant, un scénario que presque personne n'avait imaginé avant le coup d'envoi. Même dans les ultimes secondes de la prolongation, le Cap-Vert a eu une ultime lueur d'espoir, avec un coup franc dangereux de Cabral que le gardien argentin, Emiliano Martinez, a réussi à repousser des points pour assurer le passage de son équipe. Au-delà du score final, l'une des stars de la soirée fut le gardien capverdien connu sous le surnom de Vozinha, un portier de 40 ans qui, 3 semaines plus tôt, était presque inconnu en dehors de son pays et qui compte désormais plus de 17 millions d'abonnés sur Instagram. Vozinha s'est retrouvé sans club cette semaine après la fin de son contrat avec Chaves, un club portugais de 2e division, et il a pourtant livré l'une performance individuelle héroïque de tout ce mondial, avec notamment un arrêt spectaculaire sur un coup franc de Messi dans ce match. Les analyses statistiques publiées avant la rencontre indiquaient que Vozinha avait fait face à 43 pénaltys dans sa carrière et en avait arrêté 9, un pourcentage qui en faisait l'un des spécialistes les plus respectés dans cet exercice à l'approche des matchs couperets,
au cas où la rencontre irait jusqu'à une séance de tir au but. Son histoire, celle d'un gardien libre de 40 ans devenu viral en défendant son pays face aux meilleurs joueurs vivants, pourrait bien rester comme un des récits les plus chaleureux de ce tournoi. Pour les téléspectateurs américains qui suivent ce mondial à domicile, le parcours du Cap-Vert touche une corde particulière, car les USA sont arrivés dans ce tournoi avec l'étiquette de pays hôte qui devait prouver qu'il appartenait vraiment à l'élite mondiale du football. Voir un pays de moins de 600 000 habitants tenir 120 minutes face aux tenants du titre, après avoir accroché l'Espagne et l'Uruguay en phase de groupe, correspond au type d'histoire qui explique pourquoi tant de supporters américains ont adopté le format élargi à 48 pays, même si ces critiques estiment qu'il affaiblit la qualité globale. Sans des équipes comme le Cap-Vert, un match aussi tendu, aussi émouvant et aussi disputé n'aurait existé. Pour beaucoup de supporters qui ont suivi son parcours dès le premier coup de sifflet de la phase de groupe, le Cap-Vert est presque devenu une deuxième équipe de cœur, ce genre d'attachement que l'on développe pendant un mondial parce qu'il rappelle que n'importe quel pays, quelle que soit pour sa taille ou ses ressources, peut rêver grand face aux puissances historiques du football. Ce lien émotionnel explique en partie pourquoi l'élimination du Cap-Vert a provoqué une réaction aussi massive sur les réseaux, y compris chez du public sans lien avec l'archipel. Le président capverdien, José Maria Neves, avait affirmé avec assurance avant le match que son équipe écrirait son propre destin. Même si le résultat final ne lui a pas donné raison, rares sont ceux qui peuvent contester que cette nation africaine, avec un effectif dont la valeur ne représente qu'une fraction de celle de l'Argentine, a offert au mondial le genre de drame brut et authentique que le public dit regretter lorsque des larges victoires contre des nations débutantes dominent les gros titres. Le Cap-Vert a prouvé que, même si l'argent et les stars finissent quant souvent par décider du score, le cœur et l'effort d'une petite équipe ignorée peuvent transformer ce qui ressemblait à une opposition de routine en l'une des nuits les plus mémorables du tournoi. L'Argentine doit maintenant récupérer physiquement après 120 minutes brutales avant d'affronter l'Égypte en huitième de finale. Le Cap-Vert, de son côté, rentre chez lui la tête haute, avec la certitude que son nom est désormais inscrit pour toujours dans l'histoire du mondial, une réalité qui aurait semblé presque inimaginable à son propre public il y a à peine un an, quand le pays a décroché sa première qualification. Pour quiconque a suivi le parcours capverdien, du nul inaugural contre l'Espagne jusqu'à cette nuit inoubliable à Miami, cette équipe sera difficile à oublier. Il ne serait pas surprenant que les prochains cycles mondialistes voient davantage de membres de la diaspora capverdienne choisir de représenter cette petite nation insulaire qui vient d'offrir au football l'une de ses plus belles histoires d'outsiders de ces dernières années, alors même que le tournoi reste assombri par les questions autour de la proximité de la FIFA avec la Maison-Blanche et par les tensions politiques que cette relation continue de provoquer avant les derniers tours. Cette question de la relation entre la FIFA et la Maison-Blanche s'est amplifiée depuis que le tournoi a atteint sa phase couperet. Cette semaine, de nouvelles informations ont révélé que Trump avait personnellement reçu environ 15 000 $ de billets gratuits pour le mondial directement de la part d'Infantino, une déclaration apparue dans des documents financiers alors que les 16e de finale se jouaient dans les villes hôtes. Les critiques estiment que le calendrier ne pouvait pas être pire, car cette révélation intervient alors que la commission d'éthique de la FIFA garde toujours en suspens une plainte officielle ouverte depuis des mois sans aucune résolution publique. Des élus européens ont envoyé une nouvelle lettre au siège de la FIFA à Zurich il y a quelques jours seulement, demandant de la transparence sur la façon dont cette enquête éthique avance, ou même sur le fait qu'elle avance tout court. La FIFA a répondu en soutenant fermement son président et en affirmant que les critiques ne reposaient que sur des rumeurs infondées, même si plusieurs cadres de fédération, s'exprimant anonymement auprès de journalistes, ont décrit un tournoi de plus en plus éclipsé par une controverse qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Cette tension a directement influencé la façon dont le public et même certains joueurs vivent ce mondial. Plusieurs fédérations nationales ont discrètement exprimé leurs inquiétudes au sujet de retard dans le traitement des visas touchant des membres de familles élargies et du personnel d'encadrement, y compris pour des équipes qualifiées depuis des mois
et ayant demandé leurs accréditations tôt. Un officiel somalien s'est vu refuser l'entrée plus tôt dans le tournoi, une décision qui a provoqué de fortes critiques d'organismes internationaux d'arbitrage, lesquels l'ont jugé incompatible avec la promesse de la FIFA d'accueillir tout le monde du football. Des supporters haïtiens et des membres de la fédération iranienne ont signalé des obstacles similaires tout au long de la phase de groupe, selon des médias couvrant la logistique du tournoi. Le Cap-Vert lui-même faisait partie des 5 nations qualifiées, dont les supporters en déplacement étaient initialement soumis à de coûteuses cautions de visa, atteignant parfois 15 000 $ par voyageur, avant que l'administration n'accorde au printemps une exemption aux détenteurs de billets. C'est une note étrange dans une histoire de Cendrillon comme celle-ci. Les supporters qui encourageaient le plus fort leur héros outsider à Miami ont dû franchir des barrières administratives supplémentaires que la plupart des autres visiteurs n'ont jamais rencontrées. Sur le terrain, pourtant, rien de ce contexte politique n'a diminué ce que le Cap-Vert a produit. Les analystes qui suivent le tournoi commencent à qualifier ces 16e de finale de l'un des tours à élimination directe les plus compétitifs de la mémoire récente des Coupes du Monde, en évoquant non seulement le presque exploit du Cap-Vert contre l'Argentine, mais aussi plusieurs autres alertes dans le tableau, qui suggèrent que l'élargissement du plateau crée une réelle parité dès que la phase de groupe laisse place à la pression de l'élimination directe. Cet argument pèse à l'approche du prochain tour, car l'Argentine doit maintenant se remettre d'un combat éprouvant en prolongation, avant de retrouver une équipe d'Égypte qui a montré qu'elle pouvait arracher des résultats sous pression, après s'être qualifiée au tir au but à l'issue d'un nul tendu plus tôt dans la semaine. Messi et ses coéquipiers n'auront que quelques jours pour récupérer physiquement avant ce rendez-vous, et après 121 minutes épuisantes face au Cap-Vert, la condition physique pourrait devenir un facteur aussi décisif que la tactique avant les 8e de finale. Pour le Cap-Vert, l'élimination n'efface pas ce que l'équipe a construit dans ce tournoi. Le petit archipel africain quitte le mondial avec une phase de groupe sans défaite, une performance en match couperet qui a poussé les champions en titre jusqu'à leur limite absolue, et 2 histoires individuelles, les exploits tardifs de Vozinha et l'ascension improbable de Cabral depuis les divisions amateurs allemandes, décrites par les commentateurs comme parmi les récits personnels les plus marquants du tournoi. Quoi qu'il arrive dans les tours à venir, et quelle que soit l'issue de la controverse persistante autour de la direction de la FIFA, le parcours de cette petite nation lors de son tout premier mondial restera probablement comme une grande histoire d'outsider de l'ère du tournoi élargi,